Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet important qui touche beaucoup de monde, l'autisme. On va s'appuyer sur un guide et comprendre l'autisme, qui est pensé pour les parents, pour les familles. Notre but, c'est vraiment d'aborder ça avec clarté, avec chaleur aussi, pour que ce soit compréhensible, rassurant même, qu'on soit parent, enseignant ou juste curieux. Et on va le répéter souvent, je pense, mais c'est crucial. Chaque personne autiste est unique. Oui, c'est vraiment le point de départ. On parle de trouble du spectre de l'autisme, le TSA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une condition neurodéveloppementale. En gros, le cerveau se développe et fonctionne différemment. Et ça touche quoi principalement? Surtout la communication, les interactions sociales, et puis on peut voir aussi des comportements, des intérêts assez spécifiques. Mais le mot essentiel, c'est spectre. Vraiment, ça souligne qu'il n'y a pas une seule forme d'autisme. C'est une palette immense. Oui, le guide donne des exemples très clairs là-dessus. Il dit que certains enfants vont beaucoup parler, parfois sur des sujets très pointus, Tout à fait. tandis que d'autres vont communiquer autrement avec peu ou pas de mots. Exactement. Et on voit aussi ce besoin de routine, parfois très fort. Que tout soit prévisible, ça rassure. Ou alors à l'inverse, des passions très intenses. Oui, Le guide mentionne ça, connaître tous les modèles de voitures par exemple, ou être incroyable avec les puzzles, des capacités de concentration parfois hors normes sur certains sujets. Ça montre bien la diversité, effectivement. voilà. Il n'y a pas de portrait robot, c'est ça qu'il faut retenir. C'est la première idée reçue à déconstruire, je crois. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Chaque personne est unique, absolument. Il parle aussi de la sensibilité sensorielle, non? C'est quelque chose qui revient souvent. Oui, c'est un point important. Ça veut dire être très sensible, voire gêné par des choses que d'autres ne remarquent même pas. Comme les bruits, la lumière. Exactement. Le bruit ambiant, une lumière trop vive, une étiquette de vêtements qui gratte. Pour la personne autiste, ça peut être vraiment très inconfortable, voire douloureux. Comprendre ça, c'est déjà un grand pas. Tout à fait. Ça peut expliquer certaines réactions qui, de l'extérieur, peuvent paraître un peu disproportionnées, quoi. D'accord. Donc, si on résume ce qu'est le TSA, un fonctionnement du cerveau différent qui impacte la communication, les interactions et souvent avec des intérêts spécifiques ou un besoin de structure et cette sensibilité sensorielle particulière. Et forcément, la question qui vient après, c'est « mais d'où ça vient? Les causes ?» C'est un sujet sensible, ça, pour les parents. Oui, et le guide est très prudent et basé sur ce qu'on sait aujourd'hui. L'autisme, c'est lié au développement du cerveau. Il y a une composante génétique forte. Génétique. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire un gène de l'autisme. C'est plus complexe. Une combinaison de plein de facteurs génétiques qui augmentent, disons, la probabilité. Et la recherche explore aussi l'interaction avec des facteurs environnementaux, mais très tôt dans le développement. C'est encore beaucoup à l'étude. Et là, il y a un point sur lequel il faut vraiment, vraiment insister. Le guide le dit très clairement et c'est fondamental pour les familles. L'autisme n'est pas causé par les parents. Absolument crucial. Ni par l'éducation, ni par un manque d'amour, rien de tout ça. Il n'y a aucune faute à chercher chez les parents. Zéro. C'est essentiel de le dire et le redire. Cette culpabilité est terrible et infondée. C'est une différence neurodéveloppementale, point. Ça permet de souffler un peu et de se concentrer sur l'accompagnement, j'imagine. Exactement. Et d'ailleurs, le guide ne parle pas que des difficultés. Il souligne aussi les points forts qu'on observe. Souvent. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Une grande honnêteté, parfois très directe, c'est vrai. Une capacité de concentration énorme sur ce qui passionne la personne. Une attention aux détails que beaucoup n'ont pas. Et souvent, une pensée très originale, créative. Une autre façon de voir les choses. C'est important de le souligner, ça contrebalance un peu les idées reçues. Comme ce mythe que l'autisme serait une maladie à guérir. Oui, c'est un autre mythe tenace. Le guide est clair, l'autisme, ce n'est pas une maladie au sens classique. On ne cherche pas à guérir. C'est un fonctionnement différent, en fait. Voilà. L'objectif, c'est d'accompagner la personne, l'aider à développer ses compétences, à surmonter ses difficultés, à s'épanouir avec ses particularités, dans un environnement qui la comprend. Donc, on vise le bien-être, l'autonomie, pas la normalisation à tout prix. C'est exactement ça. Un autre cliché qu'on entend parfois, les personnes autistes n'auraient pas d'émotions. Le guide en parle. Oui, et il le déconstruit totalement. C'est archi faux. Les personnes autistes se ressentent toute la gamme des émotions. La joie, la tristesse, la peur, l'amour, tout. Alors pourquoi cette idée reçue? Ce qui peut être différent, c'est la manière d'exprimer ces émotions.
ou de décoder celle des autres. Par exemple, Quelqu'un peut être très heureux sans forcément sourire largement, ou avoir du mal avec le second degré, l'ironie. Ça peut créer des malentendus, c'est sûr. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas une vie émotionnelle riche et complexe derrière. Le guide invite à regarder au-delà des apparences. C'est bon à savoir pour mieux interagir. Alors maintenant, si des parents, des proches, observent un jeune enfant et se posent des questions, est-ce que le guide donne des pistes, des signes éventuels ? Oui, il liste certains comportements qui peuvent être observés. Mais attention, c'est très important, ce n'est pas une checklist pour faire un diagnostic soi-même dans son coin. surtout pas. D'accord, c'est juste des indices alors ? Voilà, des indices qui, s'ils sont combinés, s'ils sont persistants dans le temps et s'ils ont un impact sur le quotidien de l'enfant, alors là, oui, ça peut valoir le coup d'en parler à un professionnel. Et quels sont ces indices, par exemple, que le guide mentionne ? Alors, il y a par exemple un retard ou même une absence de langage parlé aux âges attendus, ou une tendance très marquée à éviter le contact visuel. Le regard, oui. Des jeux répétitifs aussi, comme aligner des objets pendant très longtemps plutôt que de jouer à faire semblant, par exemple. D'accord, des réactions très fortes parfois de détresse face à des petits changements dans la routine, ou une façon particulière de réagir au sens, être fasciné par une lumière qui tourne, ou au contraire être très perturbé par certains bruits, certaines textures. Ok. Donc si on voit juste un seul de ces signes, de façon isolée, ça ne veut rien dire. Exactement. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Un enfant peut ne pas regarder dans les yeux de temps en temps, ou avoir une petite manie. Ça ne veut pas dire qu'il est autiste. C'est la combinaison, l'intensité ? Oui, c'est la convergence de plusieurs signes, leur intensité, et le fait que ça dure, que ça persiste. C'est ça qui doit alerter. Et l'observation globale de l'enfant est essentielle. Et en cas de doute ? Le mieux, c'est toujours d'en parler à son médecin, son pédiatre. Lui pourra évaluer et orienter si besoin. D'accord. Alors, une fois qu'on avance sur ce chemin, si l'autisme est présent, le guide donne des conseils pratiques pour le quotidien. Oui, bien sûr. Et un des premiers conseils, c'est souvent de mettre en place des routines. Ah oui, la fameuse routine. Pourquoi c'est si important ? Parce que la prévisibilité, savoir ce qui va se passer, dans quel ordre, c'est très rassurant. Le monde peut paraître un peu chaotique, imprévisible pour une personne autiste, donc une routine claire pour les repas, le coucher, les activités, ça structure la journée, ça sécurise. Ça réduit l'anxiété en quelque sorte. Tout à fait. Le guide parle aussi d'adapter la communication. J'ai lu un exemple, utiliser un langage simple et direct. Oui. Genre, au lieu de dire « bon, il va falloir penser à mettre tes chaussures parce qu'on part bientôt à l'école », dire juste « chaussures, école ». C'est ça l'idée. C'est souvent ça, oui. Un langage plus littéral, plus concret, moins d'implicite, moins d'ironie, moins d'expressions imagées qui peuvent être comprises au pied de la lettre. Il faut être clair et précis. Voilà. Sans parler bébé, bien sûr, mais être direct et vérifier que le message est passé. Et pour aider à ça, les supports visuels sont géniaux. Le guide en parle beaucoup. Les images, les pictos, c'est ça ? Exactement. Un emploi du temps visuel avec des images ou des mots simples, des petites séquences d'images pour montrer les étapes d'une tâche comme se laver les mains, des photos, des personnes, des lieux. Ça rend les choses plus concrètes, hein ? Oui, et plus permanentes. La parole, ça s'envole. Une image, ça reste. Ça aide à comprendre, à anticiper et petit à petit à devenir plus autonome. Et au milieu de tout ça, un autre conseil, célébrer les progrès. Même les petits. Ah, ça, c'est fondamental. Chaque petit pas, chaque nouvelle compétence, ça peut demander un effort énorme. Le reconnaître, le fêter, ça booste la confiance en soi, ça motive. C'est essentiel pour l'enfant. Et pour les parents aussi. Justement, les parents. Accompagner un enfant autiste, on imagine que ça peut être intense, parfois épuisant. Est-ce que le guide pense à eux, au soutien dont ils ont besoin ? Ah oui, et c'est un point vraiment central. Le message clé du guide pour les parents, c'est « ne restez pas seuls ». Il faut chercher de l'aide, absolument. Le guide encourage à se tourner vers des associations de parents. C'est précieux pour échanger des conseils, des vécus, se sentir compris par d'autres qui vivent des choses similaires. Les groupes de parole aussi, peut-être ? Oui, les groupes de parole, les forums en ligne dédiés. Tout ce qui permet de partager, de rompre l'isolement. C'est bon à prendre. Partager les difficultés, mais aussi les joies. Et le guide insiste aussi sur le fait que les parents doivent prendre soin d'eux-mêmes, je crois. Oui, et c'est non négociable, comme on dit. L'épuisement parental, le burn-out, c'est un vrai risque. Pour tenir sur la durée, pour bien accompagner son enfant, il faut absolument préserver ses propres forces.
Ça veut dire quoi concrètement? S'autoriser des pauses, des moments de répit. Oser demander de l'aide, que ce soit à l'entourage ou à des professionnels. Garder des activités pour soi. Prendre soin de sa santé, physique et mentale. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. C'est une condition pour être un bon accompagnant sur le long terme? Exactement. Ce besoin d'adaptation, de soutien, ça s'applique aussi à l'école, j'imagine. C'est souvent un environnement compliqué. Oui, l'école c'est un défi. Le bruit, les changements constants, toutes les règles sociales qu'on est censé deviner, ça peut être très dur pour un enfant autiste. Mais le guide dit que l'inclusion est possible. Oui, possible et bénéfique. Mais ça demande des aménagements, c'est sûr. Il faut que l'environnement s'adapte un peu. Quel genre d'aménagement, par exemple? Ça peut être plein de choses. Des consignes de travail très claires, courtes, peut-être découpées en étapes, avec un support visuel si besoin. D'accord. Prévoir un petit coin calme dans la classe ou dans l'école, où l'enfant peut aller se réfugier quelques minutes s'il se sent submergé par le bruit, les émotions. Ah oui, ça peut aider. Utiliser des repères visuels pour l'emploi du temps de la journée, pour les règles de la classe, et surtout une communication hyper fluide entre l'enseignant, la famille et les professionnels qui suivent l'enfant s'il y en a, AVS ou AEHE, psy-orthophoniste. C'est un travail d'équipe en fait. Complètement. Quand tout le monde travaille ensemble, avec ces ajustements, ça peut vraiment tout changer pour que l'enfant apprenne et se sente bien à l'école. Et pour en revenir aux premières étapes, si des parents ou des enseignants ont des doutes persistants, des inquiétudes, quand est-ce qu'il faut vraiment consulter un spécialiste, selon le guide Edge? Le guide suggère de consulter un médecin, le généraliste ou le pédiatre, si on observe de façon répétée, durable, certains signes qui freinent le développement ou impactent vraiment le bien-être de l'enfant. Comme quoi, par exemple? Par exemple, un enfant qui ne babille pas du tout vers 1 an ou ne dit pas de mots vers 18 mois. Ou un enfant qui avait commencé à parler et qui perd ce langage. Ou qui évite systématiquement le regard. Ou qui a des réactions vraiment extrêmes et répétées au changement. D'accord. Le médecin est la première porte. Oui, il pourra évaluer la situation globale et, si besoin, orienter vers des équipes spécialisées, comme un centre de ressources autisme, CRA, ou un CAMSP, pour un bilan plus complet. Et quel est l'intérêt d'avoir un diagnostic si l'autisme est confirmé? Ça change quoi? Le guide explique bien les bénéfices d'un diagnostic précoce. D'abord, ça met des mots sur ce qu'on observe. Ça aide les parents, l'entourage, à mieux comprendre comment l'enfant fonctionne. Ça permet aussi souvent de déculpabiliser. Comprendre, c'est la première étape. Exactement. Et ensuite, et c'est crucial, le diagnostic ouvre l'accès à des accompagnements spécifiques adaptés aux besoins de l'enfant. Comme l'orthophonie. Oui, orthophonie pour la communication, psychomotricité, ergothérapie pour l'aide à la vie quotidienne et les aspects sensoriels, soutien éducatif, psychologique. Plus on met en place ces aides tôt, plus on aide l'enfant à développer son potentiel et à trouver des stratégies pour mieux vivre au quotidien. Donc ça ouvre des portes pour l'aider concrètement. Voilà. Finalement, on revient toujours à cette idée de soutien à tous les niveaux. Pour l'enfant, pour les parents, à l'école. Tout à fait. Si on devait résumer le message central de ce guide, ce serait peut-être ça. L'autisme, c'est une différence. C'est une autre façon d'être au monde, une variation neurologique. Ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas une maladie à éradiquer. C'est une différence à comprendre et à accompagner. Exactement. Avec de la compréhension, de l'acceptation, un environnement bienveillant et des aides adaptées, les personnes autistes peuvent non seulement bien vivre, mais s'épanouir. Et enrichir le monde avec leurs talents, leurs perspectives uniques. C'est un message important et plein d'espoir. Reconnaître la valeur de chacun avec ses particularités et lui donner les moyens de briller. Et ça ouvre peut-être une dernière question, une réflexion un peu plus large que le guide suggère en parlant des forces associées à l'autisme. Oui, l'as de l'accompagnement de chaque personne, au-delà de la compréhension mutuelle qui est nécessaire. Comment est-ce que nous, en tant que société, on pourrait aller plus loin? Comment passer de l'idée de juste faire de la place aux personnes autistes à l'idée de valoriser activement et d'intégrer vraiment leur façon de penser si particulière, leurs compétences spécifiques? C'est intéressant comme question. Cette attention aux détails, cette logique parfois implacable, cette créativité différente, comment faire pour que tout ça soit vu non pas comme un problème à gérer, mais comme un véritable atout pour nous tous, dans nos entreprises, nos écoles, nos communautés? Comment faire de cette neurodiversité une richesse vraiment reconnue, et peut-être même recherchée? Voilà, c'est une question à méditer, je crois.